Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir, les grandes articulations. Planification du développement territorial, une nouvelle étape vient d'être franchie. En témoigne la mise en place du comité de pilotage chargé d'élaborer les schémas régionaux d'aménagement et de développement, et c'est pour mieux organiser l'espace national. Dans la préfecture de Lola, mise en service de plusieurs infrastructures d'accès à l'eau potable. Pour la circonstance, on note une mobilisation exceptionnelle à tous les niveaux. Les populations sont aux anges. C'est l'une des difficultés du moment. Il s'agit du retrait de l'argent du téléphone, une situation jusque-là sans solution, mais derrière, des interrogations sont soulevées. Elles sont nombreuses à découvrir ensemble dans cette édition. Bienvenue. C'est un pas de franchi dans la planification du développement territorial. Officiellement, le Premier ministre, chef de gouvernement, installe le comité de pilotage chargé d'élaborer les schémas régionaux d'aménagement et de développement. Finalité, mieux organiser l'espace national pour une croissance durable et inclusive. Hadi Kamara. C'est dans cette salle que la Guinée, sous le leadership du président de la République, inscrit une nouvelle page dans l'architecture de son développement. C'est l'installation du comité de pilotage chargé de l'élaboration des schémas régionaux d'aménagement et de développement, SRAD en abrégé. L'acte posé ce matin consacre une mutation de la gouvernance publique. En procédant aujourd'hui à l'installation du comité de pilotage chargé de l'élaboration des schémas régionaux d'aménagement et de développement, nous posons un acte stratégique qui couronne tout un processus qui est engagé depuis 4 années. Un acte qui traduit la volonté du gouvernement d'organiser rationnellement notre territoire afin d'accompagner efficacement la transformation structurelle engagée sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers principalement le programme Simandou 2040. Aucun développement durable ne peut se faire sans planification cohérente. Les SRAD doivent devenir l'outil central d'orientation territoriale de nos politiques publiques. Autour de cette table, institutions républicaines, partenaires techniques et cadres des départements concernés, comme pour dire que l'initiative est un dispositif qui devient le chaînon opérationnel reliant les ambitions nationales aux réalités locales. Sous les instructions du Premier ministre, nous avons déjà mis en place les comités techniques dans les régions, dans les différentes régions naturelles, mais aussi dans les préfectures, pour s'assurer que le développement de la Guinée, ce n'est pas un développement qui s'arrête à Conakry, mais c'est un développement qui concerne toute la Guinée. C'est de savoir quel est le besoin aujourd'hui de Yomo, quels sont les besoins de Kassa, quels sont les besoins de Timbi Madina, quels sont les besoins de Sigring. C'est pour alimenter ces besoins, les mettre dans, avoir une cohérence directe avec le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Les SRAD constituent une matrice territoriale de la transformation économique en cours. À travers donc ce comité de pilotage, l'État guinéen va réaliser ses ambitions en termes de stimulation de la compétitivité et de renforcement de la résilience socio-économique de la population. Ministère de l'économie, des finances et du budget. La chef du département reçoit les représentants de certaines institutions partenaires de la Guinée. Principal message, adresser les vives félicitations à Maria Massiré-Silla suite à sa nomination et rassurer quant à la poursuite des partenariats. Mamadi Gassama. Dans sa nouvelle feuille d'audience, la ministre de l'économie, des finances et du budget reçoit successivement le représentant résident du PNUD en Guinée et l'ambassadeur du Japon. Au-delà des messages de félicitations, ces rencontres s'inscrivent dans une dynamique stratégique. Il est question de continuité des programmes, d'appui budgétaire et d'accompagnement des réformes structurelles. Je suis venu bien sûr pour féliciter Madame la ministre sur sa nomination. Et je lui ai aussi informé du programme qu'on est en cours avec son ministère, plan 16 orientation, pour restructurer le programme, pour que ça puisse aussi accompagner sa vision pour le ministère. On a parlé, n'est-ce pas, donc collaboration future entre le Japon et la Guinée, notamment donc, sur le
sur la possibilité du financement, donc en prêt. Avec la directrice pays du FIDA pour la Guinée, la Gambie et le Cap-Vert, les échanges étaient surtout focalisés sur le financement du secteur agricole, la résilience des zones rurales et l'intégration de ces investissements dans le cadre macro-budgétaire national. La ministre a montré l'engagement du gouvernement guinéen à contribuer sur les ressources FIDA 14 et elle a promis qu'elle va prononcer la contribution de la République de Guinée sur le FIDA 14. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et nous sommes ravis d'avoir ces nouvelles. Et ça donne le courage aux autres pays de contribuer aussi pour qu'on ait assez de ressources pour l'avenir, pour investir dans le Guinée. Ces différentes rencontres s'inscrivent dans une série de prises de contact, donnant ainsi le ton au renforcement d'un partenariat solide entre la Guinée et les institutions de financement. Lutte contre la corruption et pratique de la bonne gouvernance, la structure spécialisée de l'État était face à la presse. Une animation assurée par Dr Mohamed Berete, secrétaire exécutif. Il s'agit de faire le point sur les résultats, les attentes et les défis de son institution dans la riposte contre le phénomène. Bakary Bamba Kondé. Placé sous la tutelle du président de la République, l'ANLC-PBG est selon son premier responsable l'organe central chargé de prévenir, détecter et réprimer la corruption ainsi que les infractions assimilées. Dans son intervention, Dr Berete a précisé que l'action de l'agence s'articule autour de 4 axes majeurs. La prévention, la sensibilisation, la détection et la répression. Le bilan, il faut en parler sur les 2 volets. Sur le volet prévention et puis sur le volet, naturellement, détection et répression. Sur le volet prévention, nous avons mené beaucoup de campagnes près des régies financières de l'État et en direction de certains départements. Et puis à l'intérieur du pays, nous avons l'année passée dépêché une équipe qui est partie de Conakry. Nous avons sillonné un certain nombre de préfectures, de Conakry à Kinya, passant par Dabola, Kankan, jusqu'à Zérekoré. Nous sommes venus jusqu'à Farana. Donc, il reste encore une bonne partie du territoire national que nous devrions couvrir par cette campagne de sensibilisation, d'information et sensibilisation de la population et de l'ensemble des acteurs. Du point de vue détection et répression, naturellement, beaucoup d'affaires ont été déférées auprès de la CRIEF. La CRIEF est en train de les examiner actuellement et d'autres sont en instruction. Et lorsqu'une affaire est en instruction, comme vous le savez, naturellement, c'est le secret total qui doit l'encadrer jusqu'à ce que nous ayons toutes les données le concernant avant de faire nos conclusions à leur sujet. Parmi les défis majeurs évoqués figure le blanchiment de capitaux, considéré comme l'un des principaux enjeux actuels. Dr Berete a assuré que la lutte contre cette pratique illicite constitue une priorité dans l'agenda de l'agence et que des mesures sont en cours pour y faire face efficacement. Le blanchiment des capitaux, naturellement, nous incombe. Ça nous incombe et c'est pour cela. Nous sommes en train de chercher des formations à l'intention de nos cadres en matière de crypto-monnaie et en matière d'intelligence artificielle. Parce que c'est par ces 2 mécanismes aujourd'hui, de façon générale, que les gens passent pour blanchir. Parce que tout blanchiment qui passe par ces 2 créneaux, s'ils ne sont pas bien maîtrisés par les gens qui doivent absolument lutter contre, naturellement, on n'y pourra rien. Enfin, il a tenu à rassurer l'opinion publique quant à l'indépendance de l'institution, rappelant que la lutte contre la corruption est une responsabilité collective. Il a donc invité toutes les structures publiques et privées à s'impliquer activement, notamment en dénonçant les actions répréhensibles. On poursuit avec le secteur économique et département du commerce. Des prix plafonds sont fixés à la suite d'un protocole d'accord, une entente scellée entre les acteurs impliqués dans le transport, l'achat et la livraison des produits de large consommation comme le sucre et le riz, et c'est pour soulager le panier de la ménagère. Falilou Diallo, Marwan Kamara. Assurer une disponibilité continue des produits de grande consommation et préserver des prix accessibles sur toute l'étendue du territoire national, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée réaffirme ainsi sa ferme volonté à faire respecter cet accord signé de manière consensuelle
avec les autorités. Nous, opérateurs économiques, nous, population de la Guinée, nous devons reconnaître les acquis, les efforts de ce que le gouvernement reconnaît à la population guinéenne à travers le secteur privé et sous la responsabilité de la Chambre de commerce. Nous avons bénéficié d'une levée de suspension de Siré de 3 mois et demi. Ça, c'est une première dans l'histoire. Imaginez la contrepartie de ça. Ça, c'est vraiment un don, un acquis que le gouvernement a accordé à l'ensemble de tous les acteurs pour faire bénéficier la population guinéenne. Du côté des grands importateurs et autres détaillants, la mesure est globalement saluée. Nombreux sont ceux qui y voient une réponse concrète aux tensions économiques actuelles et un espoir de soulagement durable pour les ménages. Le riz étuvé 5% brisure de 50 kg à Conakry ne doit pas excéder 280 000 au détail. Le riz blanc 25% brisure 50 kg ne doit pas excéder 260 000. Le riz étuvé 5% brisure de 25 kg est plafonné à 140 000 francs guinéens. La farine, sac de 50 kg, est plafonné à 360 000 francs guinéens. Le sucre, 50 kg, est plafonné à 350 000 francs guinéens. L'huile végétale est plafonnée à 305 000 francs guinéens pour 20 litres. L'oignon, sac de 25 kg, est plafonné à 270 000. Le lait en poudre est plafonné à 980 000, le sac de 25 kg. La poule entière, le carton de 10 kg, est plafonné à 310 000, le carton. La cuisse de poulet, carton de 10 kg, est plafonné à 220 000. Jusqu'au 30 juin, à Conakry, ces denrées ne doivent pas être vendues au-delà de ces prix que je viens de citer. Cette mesure, qui démarre ce 17 février, s'étendra jusqu'au 30 juin prochain. La Chambre entend prévenir toute spéculation abusive et éviter des hausses injustifiées susceptibles d'impacter négativement les populations. Domaine des télécommunications, entre modernisation des infrastructures et impératif de souveraineté numérique, les défis sont énormes. Pendant ce temps, le ministre Mourana Souma poursuit sa série de visites. Après Areba, il s'est rendu à l'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Marie-Angélique Bangura. Créé en 2006, Ariba a longtemps occupé une position stratégique dans la production et la commercialisation des services mobiles. Mais 2 décennies plus tard, la situation est peu reluisante. Lors de la visite du ministre Mourana, les cadres ont exposé les problèmes. Le directeur général disait tout à l'heure que nous avons atteint 40% de démissions. Dans une société, je pense que c'est un signe hyper alarmant, sachant que le benchmark tourne autour de 5. Ça veut dire qu'on est pratiquement à 8 fois ou 9 fois le taux qui est admissible dans une société. Depuis le ministère de l'économie et des finances, nous avons œuvré ensemble. Nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises pour discuter de cette société. Et étant arrivés ici, nous estimons et nous avons l'espoir que vous serez une machine ouvrière pour nous permettre de pouvoir débloquer les verrous de la société. L'État ayant repris Ariba en tant qu'actionnaire, sa responsabilité est désormais double: assurer la viabilité économique de l'opérateur et garantir un service public de qualité. Nous pouvons garder espoir dans les meilleurs délais que les décisions fortes seront prises à travers des autorités pour la restructuration définitive, pour le financement et la relance définitive de Ariba pour le bien de tout un chacun. J'ai assisté à plusieurs réunions ici. Et donc, c'est dans la même continuité que celui-là. Nous allons en faire un honneur pour notre pays. Il ne faut pas que nous tombions dans le syndrome de la Sotelgui, de Intersen. Nous allons nous battre pour que ce syndrome se limite à ces 2 compagnies. Deuxième étape de la visite de ce jeudi, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI. Ici, le ministre a parcouru la salle des ingénieurs, cœur opérationnel de la surveillance et de la protection des systèmes d'information nationaux, ainsi que d'autres bureaux. L'agence intervient sur plusieurs axes structurants:
L'investigation numérique, l'audit de sécurité des systèmes d'information, la sensibilisation des administrations et des acteurs privés aux bonnes pratiques cyber. En se rendant à Ariba et à Lancy, Mourana Souma s'imprègne des réalités et prend bonne note des problèmes de l'architecture numérique. Avant les grandes pluies, finalisation de l'autoroute Tombo, port autonome de Conakry, c'est l'ambition affichée. Le ministre de l'Habitat échange avec ses homologues de l'énergie et de l'assainissement. Objectif, lever les contraintes techniques qui freinent l'évolution du chantier. Par ailleurs, avec les délégations spéciales, le ministre Sissavané s'est intéressé à l'occupation des domaines de l'État. Maïmouna Bella Diallo, Alpha Issi Agaba. Au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, le ministre Mohamed Sissavané rencontre tout d'abord ses collègues de l'énergie et de l'assainissement, ainsi que des présidents de délégations spéciales de Conakry. Les échanges portent essentiellement sur deux sujets du moment, l'occupation des domaines de l'État et les contraintes techniques qui empêchent l'évolution du chantier de l'autoroute 2x2 voies, Tombo, port autonome de Conakry. En termes d'occupation des domaines, il y a assez de fraude dedans parce qu'il y a des personnes qui s'incrustent sur nos territoires et se permettent à offrir ou à créer des faux documents pour donner à des occupants. Et après, les occupants se trouvent au fond de ces documents pour affronter les autorités des territoires. Mais si désormais le département est déterminé à nous accompagner dans la vérification de tous ces documents et à poser le véritable diagnostic, je crois que ce que nous pouvons retenir, l'avenir sera meilleur pour les collectivités. Pour le respect du délai contractuel du chantier de l'autoroute Tombo port autonome de Conakry, le ministre de l'Habitat veut aller vite. Des dispositions sont déjà prises pour surmonter les difficultés. Cette rencontre s'inscrit dans la logique d'une synergie d'action gouvernementale pour nous permettre d'avancer très rapidement sur la construction du petit corridor qui quitte Tombo et qui rallie le port autonome de Conakry. Bientôt les grandes pluies. L'objectif est de viabiliser l'emprise pour permettre à ce qu'une partie de cette route puisse être livrée avant les grandes pluies. Cependant, il y a quelques préoccupations qu'on a partagées par rapport à l'occupation par la SEG d'un côté, mais aussi la haute tension par EDG, mais l'économie numérique également par rapport à la fibre optique. Les entreprises en charge de l'exécution de l'autoroute Tombo, port autonome de Conakry, vont poursuivre les travaux de construction de ce chantier structurant. En tout cas, les consignes sont données pour le respect des délais. À présent, le contenu de ces communiqués. Mission de contrôle, vérification du respect des permis de construire et des baux consentis. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire informe Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les présidents de la délégation spéciale des communes de Conakry, ainsi que l'ensemble des populations concernées, que des missions de contrôle et de vérification seront déployées à compter du lundi 23 février 2026 sur les différents chantiers dans la capitale. Ces missions, conduites par les services techniques compétents du département, l'inspection générale, la direction de l'architecture, de la construction et de logement, la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la direction des domaines et du cadastre, le fonds de l'habitat, ont pour objet de procéder au contrôle de conformité des travaux en cours, à la vérification du respect des permis de construire, des baux consentis, ainsi que tous autres documents administratifs délivrés par le ministère. Ces opérations seront progressivement étendues aux autres localités de l'intérieur du pays, suivant un calendrier qui sera communiqué en temps opportun. Le ministère rappelle que ces contrôles s'inscrivent dans le cadre de la politique de renforcement de la gouvernance foncière et urbaine, de la lutte contre l'occupation anarchique des sols et de la promotion d'un développement urbain harmonieux, sécurisé et conforme au texte en vigueur. À cet effet, il est demandé 1. À Madame la gouverneure, Mesdames et Messieurs les présidents de délégations spéciales des communes concernées de bien vouloir faciliter l'accès des missionnaires aux sites et documents nécessaires à l'accomplissement
de leur mission. 2. Aux personnes concernées de réserver un accueil citoyen et collaboratif aux équipes déployées et de mettre à leur disposition les documents administratifs exigibles. Le ministère s'est compté sur l'esprit de responsabilité et le sens civique de tous pour garantir le succès de cette opération d'intérêt public. Faite à Conakry, le 19 février 2026, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Cet autre communiqué du même département. Communiqué. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire rappelle aux responsables des collectivités décentralisées ainsi que des dirigeants des établissements publics que, conformément aux dispositions de l'article 109 du Code foncier et domanial de la République de Guinée, le domaine public de l'État est géré par le ministère en charge des domaines. À ce titre, la gestion, l'administration, la protection et la valorisation du domaine public de l'État relèvent exclusivement des attributions du département en charge des domaines, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en République de Guinée. Le ministère rappelle en conséquence que toute intervention, initiative, décision ou opération menée par les collectivités décentralisées ou les établissements publics sur des espaces relevant du domaine public de l'État doit impérativement se faire 1. Dans le strict respect des dispositions légales en vigueur. 2. En collaboration avec le ministère en charge des domaines. 3. Par l'entremise des responsables des services techniques déconcentrés du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, officiellement affectés auprès des dites collectivités. Cette exigence vise à garantir la cohérence de l'action publique, la sécurisation juridique des actes administratifs, la prévention des conflits fonciers et la préservation durable du patrimoine foncier de l'État. Nous réitérons la pleine disponibilité du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire à travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des collectivités décentralisées et des établissements publics sous sa coordination pour assurer une gestion harmonieuse, transparente et durable du foncier dans notre pays. Il appelle chacun au respect scrupuleux des textes en vigueur dans l'intérêt supérieur de l'État et des populations. Fait à Conakry, le 19 février 2026, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Dans l'actualité, la protection civile renaît de ses cendres. Plusieurs chantiers sont ouverts comme les casernes et le siège de la direction générale. Le ministre de la Sécurité sillonne les différents ouvrages. Le niveau d'exécution semble satisfaisant, mais au-delà, le respect des délais contractuels est rappelé avec insistance. Colonel Morikaba. Journée marathon pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, accompagné des cadres de son département. Tour à tour, ils ont visité les chantiers des futures casernes de la protection civile de Matam à Kaloum, en passant par Anta, Kagbele et Koloma. Objectif, s'imprégner de l'état réel d'avancement des travaux. Les bâtiments sont composés essentiellement de 3 zones. On a la zone pour le stationnement des camions. Il y a la tour d'entraînement, il y a les infrastructures de logement des agents de la protection civile, les dortoirs en particulier, il y a les réfectoires qui sont aussi inclus dans les travaux. Et aussi, elles sont entièrement autonomes en énergie électrique, elles sont autonomes aussi en énergie hydrocarbures. Créée en 1954, c'est la toute première fois que la protection civile bénéficie des casernes flambant neuves, dotées de toutes les commodités nécessaires. Je voudrais remercier le président de la République et son premier ministre, chef du gouvernement. Aujourd'hui, grâce au président de la République, 6 casernes modernes, plus le siège de la direction générale de la protection civile qui se situe à Koloma, qui sont en cours de construction. Donc, c'est ce que nous attendons. Et ces casernes-là seront livrées avec des équipements extra modernes. Depuis l'avènement du président Mamadi Doumbouya, la protection civile connaît un nouvel essor. Aujourd'hui, elle dispose d'une centaine de véhicules et de casernes modernes équipées de matériel technique adapté.
En plus des infrastructures à Conakry, ce sont des engins roulants mis à disposition du côté de Farana, geste une nouvelle fois profitable à la protection civile. Ibrahima Oulenfofana. La région administrative de Farana est devenue le théâtre des incendies ces derniers temps. Des vivres et non-vivres calcinés, des blessés graves et un cas de mort enregistré. Pendant ce temps, ce service déconcentré n'était pas opérationnel. Mais avec la volonté du président de la République, Mamadi Doumbouya, la protection civile de Farana revient en force. Dans ce mois, la région administrative de Farana a connu plusieurs incendies. D'abord, la station de Kissoudou, ensuite l'Institut supérieur ici, l'ISAF, et enfin le marché de Dapola. Ces moyens roulants que vous voyez, c'est la volonté du chef de l'État, Mamadi Doumbouya, qui veut renforcer les capacités opérationnelles des services d'incendie et de secours de l'ensemble du pays, et y compris la région administrative de Farana. Ce coup de pouce de l'État guinéen est composé d'un camion d'incendie de 15 mètres cubes, d'une ambulance, d'une pompe funèbre, un bus pour le transport du personnel et un pick-up de commandement. Tellement content d'avoir ces engins-là. À partir d'aujourd'hui, on est à la disposition de la population de Farana pour tout ce qui est lié dans le cas d'extinction, de secours à victimes, de sauvetage. On est à leur côté. Des véhicules qui coûtent très très cher. Au nom de la population de la commune urbaine, nous disons un grand merci au président de la République et son gouvernement. Et nous nous engageons à soutenir ces services de protection civile pour que ce matériel qui est maintenant disponible soit utilisé à bon escient au bénéfice de la population. À l'occasion de la remise des clés de ces engins roulants à la protection civile de Farana, le gouverneur Lamine Keïta a sollicité la bonne collaboration des chefs de quartier avec ces services de secours et de protection. Accès à l'eau potable. Il se trouve que la desserte fait face à de nombreux défis. On cite un exemple, les branchements frauduleux et les travaux qui endommagent le réseau de distribution. La Société des eaux de Guinée souhaite passer à la vitesse supérieure. Pour 2026, par exemple, le conseil d'administration valide une nouvelle feuille de route. Mariam Kamara. C'était une réunion importante pour la Société des eaux de Guinée. Le tout premier conseil d'administration ordinaire de l'année 2026 s'est tenu avec des dossiers cruciaux sur la table. Au programme, l'examen du rapport des commissaires aux comptes, le bilan de l'année écoulée, la validation du plan d'action et du budget pour 2026. Ils sont relativement bons. Toutefois, les défis sont importants. Les préoccupations, notamment celles liées aux investissements. Et surtout au regard des objectifs du programme Simando 2040, où les ambitions affichées sont de fournir de l'eau potable à toute la population guinéenne. L'ambition affichée à l'issue de ce conseil est d'améliorer concrètement la desserte en eau potable sur l'ensemble du territoire. En 2026, les grands travaux doivent commencer pour mobiliser 200 000 m3 supplémentaires sur Conakry. Et c'est le même cas pour l'intérieur du pays. La première tranche du schéma directeur, encore je répète, le budget il est bouclé par l'État guinéen. Donc c'est un projet d'envergure autour de 700 millions de dollars sur Conakry et sur d'autres villes, comme je le disais, les grandes villes secondaires de l'intérieur du pays, les 7 capitales régionales. Parmi elles, il y a des projets dont les études sont très très avancées et qui vont arriver à maturation, qui doivent naturellement déboucher par le démarrage des ouvrages. Cette année, la feuille de route de la société est chargée. La direction compte mettre le paquet sur plusieurs fronts, entre autres priorités, la lutte contre la fraude, un fléau qui pèse lourdement sur le réseau. Autre défi de taille, la problématique des installations endommagées lors des travaux routiers, un véritable casse-tête pour le service public. Mais l'objectif principal demeure celui d'étendre et d'améliorer la couverture et la qualité de la desserte en eau potable. Plus loin, à Lola, les populations sont en extase. À l'origine, mise en service de plus de 20 forages. C'est la concrétisation d'un rêve longtemps caressé par les communautés locales. Une contribution du maître Keoulendoré, fils du terroir. Guéné Yansani, images et témoignages. Dans la commune urbaine de Lola, les premiers résultats sont déjà visibles. Plusieurs quartiers disposent désormais de forages fonctionnels, mettant fin à de longues années de pénurie d'eau. Pour de nombreuses familles, c'est un soulagement concret. Moins de distance à parcourir, moins de risques sanitaires liés à l'eau insalubre et un gain de temps considérable pour les femmes et les enfants. L'eau est la source de vie.
Elle est essentielle à la santé, au bien-être et au développement de toute communauté. En offrant ces forages à notre population, vous posez un acte hautement symbolique et plein de sens. Et remercier le donateur, Maître Kaboulé Doré, et tous ceux qui de près et loin ont d'ouvrir pour rendre effective l'acquisition de ces points d'eau dont la réalisation va permettre à la population d'éviter les maladies. À travers cette initiative, le donateur entend accompagner la dynamique nationale de développement en matière d'accès à l'eau potable, notamment dans les zones les plus vulnérables. Au nom de notre champion, son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République. Ce projet, il faut le noter, est différent du PDL, c'est-à-dire le plan de développement local. Il vient répondre à une préoccupation majeure des populations de Lola, celle de disposer d'une eau propre, accessible et suffisante. Avait un besoin criard d'eau au niveau de la structure, surtout l'eau potable. Et la pompe qui a été créée ici, franchement, c'est une pompe digne de nom. Au-delà de l'infrastructure, c'est un message d'espoir qui est envoyé aux populations. Celui d'un avenir où l'accès à l'eau potable ne serait plus un privilège. Autonomisation des femmes dans la valorisation du riz en Afrique de l'Ouest. Le programme déroule son agenda en tenant son 3e comité de pilotage. La session a permis l'adoption du plan de travail et de budget annuel 2026. Fodé Camara. Ce projet couvre la Guinée, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone. Entre autres défis, transformer les petites et moyennes entreprises féminines en véritables locomotives de modernisation de la filière rizicole. L'enjeu est de briser le cycle de la précarité en milieu rural. Ce programme, en fait, couvre surtout les femmes dans certaines zones, dans certaines préfectures, notamment les préfectures de Sigiri, Kouroussa, Dinguira, Boké, Koya et Dubreka. Et lors de ce comité de pilotage, nous avons pu effectivement étudier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce projet. Il y a des recommandations qui ont été formulées lors du comité de pilotage précédent que nous avons eu à valider. Donc, nous assurer que la mise en œuvre a été effective. Cette ambition de transformation structurelle repose sur une synergie internationale, une synergie d'action où le programme des Nations Unies pour le développement et la Banque islamique de développement apportent leur soutien technique et financier. Ce projet vient en complément du projet régional de développement de la chaîne de valeur riz. Alors, il cible plus particulièrement les femmes actives dans la post-production de la chaîne de valeur du riz. Ces femmes n'ont le plus souvent pas les moyens financiers pour démarrer ou pour renforcer leur activité. Le projet vient pour combler ce trou, pour que les femmes bougent vite et qu'elles fassent des économies et faire face aux multiples charges qu'elles ont du point de vue éducation des enfants, du point de vue contribution sociale et politique au niveau de leur communauté. Principal résultat attendu, faire du riz, aliment de base par excellence, un véritable vecteur de croissance verte pour un développement durable et inclusif. Le riz, nous savons, c'est un denrée de base. C'est aussi un denrée qui consomme énormément les devises de la Guinée. Donc si on pourrait vraiment renforcer cette filière, je crois qu'on peut gagner soit dans la sécurité alimentaire et aussi économiser sur les importations. L'avenir de la filière rizicole en Guinée se dessine désormais sous le signe de l'intégration et de l'équité pour redonner à la femme rurale toute sa place. À Mamou, les plateformes de la société civile se mettent à jour. Le leadership et la bonne gouvernance sont les thèmes développés et une manière de les rendre plus efficaces sur le terrain. Mamadou Patiabalde, correspondance. La coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne multiplie les efforts pour promouvoir la bonne gouvernance et le leadership en Guinée. Pour réussir ce pari, des membres de la CONASOC venus des régions de Mamou et de Labé échangent sur la question. Les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des réformes démocratiques, la promotion de la transparence et l'exercice d'un leadership responsable. Ce projet vise donc à renforcer
et capacités de ces acteurs de la société civile afin de les outiller pour mieux contribuer à l'établissement d'un cadre démocratique solide en matière de leadership et de la promotion d'une gouvernance responsable dans vos milieux respectifs. Financé par l'ambassade du Canada à Dakar à travers le fonds d'initiative locale, ce projet vise à améliorer les compétences des acteurs afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle et responsabilité dans la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance dans le pays. Je vous exhorte donc à une participation active, à des échanges francs et constructifs. Ne voyez pas cette formation comme une simple formalité, mais comme une opportunité historique de devenir des acteurs du changement positif pour notre région. La société civile est une incarnation achevée des sans-voix. Donc, fort de cette posture, il va de soi que jouer notre rôle sur le terrain ne fera l'ombre d'aucun doute. Avec les mécanismes de suivi, évaluation des politiques publiques et les moyens de promouvoir la transparence et la redevabilité, la CONASAC prouve une fois de plus sa détermination à accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement de la nation. Certainement, vous avez été confronté aux difficultés liées au retrait d'argent via le téléphone, un véritable serpent de mer ces derniers temps. Aucune alternative envisagée, mais derrière, des inquiétudes persistent, à savoir, entre autres, où se trouve réellement le problème. C'est le grand format de la rédaction, signé Mamadou Alpha Baldé. Après plusieurs tentatives sans succès, Aboubacar Kanté trouve enfin un point de retrait capable de l'aider à retirer l'argent de son téléphone. Des fois, on vient, on dit qu'il n'y a pas de retrait. Quand on dit ça, même si ce n'est pas un grand somme, mais si un grand somme, on ne peut pas gagner. C'est les petites sommes qui payent. On demande si c'est 100 000 ou bien 200 000 ou 500 000. Mais quand vous dites 5 millions ou bien 10 millions, c'est impossible. Il n'y a pas là à l'air là. Vous comprenez? C'est ça le problème. Tout à l'heure, il n'y a pas de retrait. Seulement, il y a des pauvres, mais le retrait n'a pas. Pourquoi? Il n'y a pas de retrait partout là. Ça, c'est pas bon. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Nous, on veut, il y a retrait, il y a dépôt. Ça, c'est bon. Ces derniers mois, trouver du cash dans les points de dépôt et de retrait électroniques est devenu rare. Pour ces grossistes, la faible disponibilité du cash dans les banques marque une rupture au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Tout là où on s'est abonné, tu peux faire le retour ici des millions qui viennent, surtout dans les banques. On te dit, bon, c'est 5 millions que tu peux avoir. Nous ne savons pas pour quelle est la cause. Si les gens ont peur d'avoir de l'argent à la banque ou quoi, nous ne connaissons pas. Pour certains opérateurs de points de dépôt et de retrait, le manque de cash n'est pas le seul problème. Maintenant, ils ont diminué la commission à peu près 0,2%. Hein. Ils ont diminué. Maintenant, nous, ce que nous gagnons, c'est peu. Il y a deux problèmes. Premier problème, la réduction des commissions. Alors là, il n'y a pas de commission du tout. Deuxième facteur, c'est le manque de mouvement de l'argent. La majorité des clients qui viennent ne cherchent qu'à retirer. Rarement on gagne des clients qui veulent déposer. Quand on appelle nos partenaires, ils disent qu'eux aussi n'ont pas d'espèces. Avant, quand on faisait le retrait, si l'argent là, tout ce que nous avons rentre dans le téléphone, on peut appeler notre partenaire. Il nous envoie d'espèces pour qu'on puisse continuer. Mais alors là, il n'y a pas ça. Des arguments peu crédibles selon ce responsable de l'une des principales plateformes de monnaie électronique du pays. Nous avons fait une baisse pour permettre au client final d'économiser et contribuer en son pouvoir d'achat. Bien sûr, oui, mais ça permet également d'augmenter le flux et ça a aidé également le point de vente. Il n'y a pas de baisse des commissions, hein. Il n'y a pas de baisse de leur pouvoir d'achat. On a plutôt baissé les frais pour permettre au client final d'augmenter son pouvoir d'achat. Pour beaucoup, des solutions durables existent, même si leur vulgarisation fait parfois défaut au sein de l'opinion. Nous conseillons la population aussi d'accepter, parce que nous savons actuellement, il y a beaucoup de comptes, surtout avec Orange, d'accepter et d'échanger, éviter trop de liquidités au fait, échanger avec les comptes. Nous savons aujourd'hui le marchand, nous avons Joula, nous avons beaucoup de choses.
Donc, pour le moment, on gère la situation ainsi, jusqu'à ce que les autorités compétentes essaient de nous voir cela. Former nos clients, toute la base de nos clients qu'aujourd'hui, ils peuvent utiliser leur compte Orange Money et intégrer le digital à travers l'application Orange Money Maxit et ils peuvent payer bon nombre de services, d'ailleurs tous les services via Orange Money, à savoir le paiement de factures, l'achat de crédit, achat de passe. Les factures peuvent payer l'électricité, ils peuvent payer l'eau, ils peuvent payer l'abonnement TV, ils peuvent acheter des vignettes. Pendant que les points de retrait sont à sec à plusieurs endroits, de nombreux citoyens se posent encore des questions. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas d'argent. Autre grosse question sans réponse. Merci Mamadou Alpha Baldé pour cet œil de lynx. Appui aux communautés, l'ANAFIC redynamise ses antennes locales. En Zélékoré, les nouveaux responsables prennent fonction. Juste après, le nouveau siège régional en construction a été visité. Mohamed Salioupaï. Bras financier de l'État envers les collectivités locales, l'ANAFIC renforce sa présence en région forestière avec notamment la prise de fonction d'un nouveau chef d'antenne et d'un comptable. Ce renouvellement de personnel est le signal fort d'un réel engagement en faveur du développement durable et harmonieux de nos communes. La responsabilité qui vous incombe désormais est grande. Vous êtes le relais institutionnel de l'ANAFIC dans la région de Zélékoré, le garant du bon fonctionnement du dispositif de financement décentralisé et le premier interlocuteur des collectivités locales, des autorités administratives et des partenaires au développement. Le promu et son équipe mesurent déjà l'immensité de la tâche qui est désormais la leur. Œuvrer en faveur des collectivités constitue plus qu'une mission institutionnelle, mais un engagement fondamental au service de l'ANAFIC et de notre nation guinéenne. J'assume alors cette haute responsabilité avec humilité, sens de l'écoute et de détermination. Vecteur incontournable de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation, l'ANAFIC a pour mission de garantir que chaque collectivité puisse accéder au financement nécessaire à son développement. L'installation aujourd'hui du chef d'antenne régional de l'ANAFIC de Zélékoré constitue une étape majeure dans le rapprochement de cette institution avec les collectivités de notre région. Elle contribuera à renforcer la coordination, le suivi et l'exécution des projets locaux tout en promouvant la redevabilité. Messieurs les chefs d'antenne, vous arrivez à un moment charnière. Votre expertise est attendue pour dynamiser le suivi des micro-projets et le renforcement des capacités de nos services techniques. Soyez rassurés du soutien total de la délégation spéciale de Zélékoré. Pour faire de cette antenne un véritable bastion de la bonne gouvernance locale, cet immeuble de R+1 entièrement équipé va désormais servir de siège régional à Zélékoré. Les jours à venir, il sera inauguré pour faciliter la réception et le traitement des dossiers de développement des collectivités de la Guinée forestière. Passation des marchés publics. Le renforcement de la transparence est toujours d'actualité. Des techniciens en évaluation des offres viennent d'être outillés à Conakry. Au total, une cinquantaine. C'est dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale. Marwan Kamara. Pendant plusieurs heures, ces membres des commissions d'évaluation des offres vont être outillés sur les procédures, les critères d'analyse et les bonnes pratiques en matière de passation des marchés publics. Il s'agit de garantir une évaluation objective, transparente et conforme aux textes en vigueur. Une bonne maîtrise des outils d'analyse qui pourrait promouvoir les standards de bonne gouvernance dans la gestion des marchés publics. Une activité qui vise notamment à soutenir la mise en œuvre de la politique nationale de développement industriel et la résilience surtout des PME guinéennes, mais aussi capaciter les cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce sur les différents volets fiduciaires du projet, notamment la passation des marchés. Cette formation est importante pour nous. Nous allons renforcer les capacités de nos équipes afin de pouvoir les outiller et pouvoir préparer et mener à bien le programme que nous allons lancer très prochainement. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement industriel et à la résilience des petites et moyennes entreprises, financé par le groupe de la Banque africaine de développement.
Au-delà de l'aspect technique, cette formation participe à la modernisation de notre administration et à l'installation d'une culture de performance et de responsabilité dans l'action publique. C'est une culture qui permet d'aller vite, d'aller juste et d'obtenir des résultats durables. À travers le projet PADIRM, les autorités comptent professionnaliser les procédures de passation des marchés pour garantir l'efficacité des investissements publics et la réussite des projets de développement en faveur du secteur industriel et des PME. Ce communiqué de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Numéro 001-2026, dépôt des plans de formation des entreprises partenaires, exercice 2026. Dans le cadre de la planification des actions de formation au titre de l'année 2026, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, ONFPP, informe l'ensemble des entreprises partenaires du lancement de la procédure de dépôt des plans de formation. À cet effet, chaque entreprise est invitée à constituer un dossier comprenant obligatoirement une demande officielle adressée au directeur général, le formulaire d'expression des besoins de formation dûment renseigné, signé et cacheté, les formulaires de description des actions de formation correctement complétés. Les dossiers complets doivent être déposés à compter de la date de diffusion de ce communiqué et au plus tard, le vendredi 28 février 2026 à 12h00 précise. Tout dossier incomplet ou transmis hors délai ne pourra être pris en compte dans la programmation des formations au titre de l'exercice 2026. Modalité de dépôt. Dépôt physique, secrétariat central, 2e étage, immeuble ONFPP, Dixine Terrasse, Conakry, République de Guinée. Dépôt électronique, oumar.kaba@onfpp.gov.gn. À travers cette démarche, l'ONFPP réaffirme son engagement à accompagner les entreprises dans le développement des compétences et le renforcement du capital humain en cohérence avec les besoins réels du tissu économique national. Informations complémentaires. Les modèles de formulaires sont disponibles au secrétariat central de l'ONFPP à l'adresse sus-mentionnée. Faite à Conakry le 23 janvier 2026, la direction générale de l'ONFPP. Tournée du gouverneur de Nzérékoré, fini le périple. Colonel Moussa Condé a choisi le cœur de la forêt pour transmettre le message de cohésion sociale au nom du chef de l'État. La suite dans ce reportage de Lancé Kamisoko. À la maison des jeunes de Nzérékoré, autorités coutumières et religieuses, administrateurs territoriaux et acteurs de la société civile de la préfecture reçoivent le gouverneur de la région administrative. Installé dans ses fonctions dans un contexte marqué par la campagne présidentielle, le premier responsable de la Guinée forestière se félicite du bon déroulement de ce scrutin et remercie toutes les composantes sociales. Au nom du président de la République, nous remercions la population de Nzérékoré pour l'observation de la paix, de la quiétude, de l'entente et de vivre ensemble. Ça prouve que les conseils que les notables, les religieux donnent à Nzérékoré ont été bien entendus. Chef-lieu de la région administrative, les autorités préfectorales et communales de Nzérékoré s'engagent à accompagner les initiatives de développement sous le leadership du président Mamadi Doumbouya. Les populations de Nzérékoré, par mon biais, vous demandent de transmettre leurs remerciements à son Excellence M. Mamadi Doumbouya pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour l'amélioration des conditions de vie du peuple guinéen en général et des citoyens de Nzérékoré en particulier. Je réitère notre entière disponibilité et celle de toute la population de Nzérékoré à œuvrer à vos côtés pour faire de notre région un modèle de stabilité et de prospérité. La région forestière est ici appelée à devenir un modèle de civisme. En bouclant cette tournée, le colonel Moussa Condé ne clôt pas seulement une série de visites techniques, il jette les bases d'un contrat de confiance entre l'administration régionale et les administrés. Par ailleurs, Rotary Club Conakry célèbre ses 40 ans d'existence, cérémonie placée sous le signe de l'amour pour l'environnement. Cette année, la structure compte reboiser 50 hectares, en même temps s'investir dans la lutte contre les déchets plastiques. Ousmane Ba, Mamadi Djoumaba.
40 ans d'existence en Guinée, Rotary Club Conakry fête ce âge de la sagesse avec plus d'énergie. Un dîner gala de levée de fonds célébré en ce jour de Saint-Valentin sous le thème « Célébrons l'amour dans une Guinée reboisée et sans déchets plastiques ». Une déclaration d'amour aux générations futures visant à reboiser 50 hectares après les 22 hectares en 2025 pour verdir le pays et lutter contre les changements climatiques. Cette édition met l'accent sur la lutte contre les déchets plastiques qui polluent nos océans, nos fleuves et nos rues, menaçant la santé de nos communautés et la biodiversité. Ensemble, éradiquons-les par des campagnes de collecte, de recyclage et d'éducation. Et visons plus grand. Avec vos contributions, reboisons 50 hectares supplémentaires pour verdir notre pays et lutter contre le changement climatique. Chaque année, ce sont environ 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui se retrouvent au fin fond des océans. Si rien n'est fait, dans quelques années, nous allons totalement détruire la biodiversité aquatique pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Sur place, des séances de levée de fonds démarrent à travers la vente aux enchères des objets d'art. Une action d'envergure en faveur de nos terres, de nos rivières et nos écosystèmes. Si dans 20 ans, nos enfants respirent un air pur, si nos forêts sont plus denses, si nos rivières sont plus propres, alors nous pourrons dire que nous avons aimé notre pays et nous nous y sommes engagés un soir du 14 février 2026. Enfance à Bourgoudi Maoudé. L'actualité, localité, j'allais dire, relevant de Kouramandji, préfecture de la Baie. Plusieurs personnalités sont originaires de cette contrée, notamment le président de la Cour suprême de la Gambie. Cette année, la 2e édition de la Ziara de Bourgoudi est organisée. Moment de prière, mais surtout de promotion des initiatives locales. Sarafedine Diallo, Sona Sagno. Village agro-pastoral et religieux, vieux de plusieurs siècles, Bourgoudi Maoudé est l'une des localités de la commune rurale de Kouramangui, dans la préfecture de la Baie. Pour renforcer la dynamique communautaire, favoriser les retrouvailles et mobiliser les ressources en faveur du développement local, une nouvelle ziara y est organisée. Elle a été marquée par des séances de lecture du Saint-Coran, de prière et d'invocation du Tout-Puissant Allah dans une communion de foi et de ferveur religieuse en vue de la prospérité et du bien-être de nos populations. Cette rencontre religieuse, considérée comme l'un des plus grands cadres de mobilisation au Fouta, a réuni autorités administratives et locales, érudits et fidèles musulmans venus de plusieurs régions de la Guinée et de l'étranger. Nous considérons aussi la Guinée comme notre pays et surtout Bourgoudi, Maoundé et la région ici qui est notre origine. Et nous avons maintenu le lien, c'est pourquoi on est ici, pour les renforcer, de rien. Je tiens à transmettre les salutations chaleureuses de notre président de la République, M. Mamadi Doumbouya, qui nous encourage à continuer à prier, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos filles et nos fils, pour la paix et la prospérité de notre pays. La cérémonie a également permis aux descendants de Houssouna Yanké de retracer l'histoire de Bourgoudi, de prier pour le repos des anciens et d'insister sur l'importance de la cohésion sociale présentée comme un pilier essentiel à la réussite des grands projets de développement, notamment Simando 2040. Culture, Festival international du théâtre et de marionnettes de Ouagadougou Fitmo. L'œuvre de Dr Faya Pascal Ifono, Crash d'un avion, a marqué les esprits. De retour au Bercail, les étudiants de l'Institut supérieur des arts Morikanté de Dubrika ont fait la restitution. Saint-Martin Fancinadounou. En octobre 2025, la scène du prestigieux Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou a vibré au rythme d'une création guinéenne d'exception, l'adaptation scénique du roman Crash d'un avion sorcier, œuvre de Dr Faya Pascal Ifono, directeur général de l'Institut supérieur des arts Morikanté de Dubreka. Cette œuvre
est brillamment interprété par les étudiants de l'ISAMC sur le campus même de l'institution d'Ubreka. Quand je l'ai lu pour la première fois, ce roman, ça m'a tout de suite tiqué, ça m'a rappelé chez moi. Il y a des thèmes vraiment qui m'ont vraiment interpellé. Je me suis dit, il faut que je partage cela avec les comédiens, il faut que je partage cela avec tous ceux qui aiment l'art vivant. Ce sont des thèmes vraiment poignants qui vraiment parlent aujourd'hui de ce qui se passe dans tous les pays africains. Sur scène, l'adaptation a su transformer la narration en une fresque théâtrale puissante, mêlant jeu dramatique interne, chorégraphie expressive, musique et percussions traditionnelles, effets visuels et mise en scène symbolique. Dans cette pièce, nous avons plusieurs problèmes sociaux qui sont vraiment énumérés dedans, notamment quand nous prenons aujourd'hui cette force occulte que les gens ne prennent pas vraiment en considération, disons comme ça, surtout la génération d'aujourd'hui, parlant de la sorcellerie, l'immigration, la malgouvernance, tous ces problèmes sont énumérés dedans. Dr Faya Pascal Ifono incarne ici la synergie entre création artistique et gouvernance académique. Ce roman que certains ont parcouru et que d'autres viennent de voir sur scène est un roman qui est focalisé sur les réalités de chez nous. Les thèmes sont variés. Il y a le thème de sorcellerie, de maraboutage, il y a le thème d'exil, de migration, d'exploitation de l'environnement et plusieurs autres thèmes qui peuvent nous aider à comprendre comment fonctionne notre société, surtout la Guinée et l'Afrique. Le spectacle de restitution du roman Crash d'un avion sorcier de Dr Faya Pascal Ifono restera comme un moment fort où l'art, l'éducation et la diplomatie culturelle se sont rencontrés sous les projecteurs du Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, FITMO. Fini cette édition d'information. Merci d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À nous retrouver sur les différentes plateformes digitales. Constante fidélité à toutes et à tous.